Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, je vous parle du Laowa 9 mm 2.8 que j'ai ici sur un boîtier Fuji. Alors, après plusieurs semaines de test de ce boîtier, j'avais fait une première vidéo pour vous montrer un petit peu la prise en main et ce que ça donnait. Là, aujourd'hui, je vous fais le retour complet. Alors, globalement, que dire de cet objectif? En termes de prise en main, il est quali, il n'y a pas de problème, c'est tout en métal, c'est solide, on prend bien en main. Il a une lentille frontale qu'on peut voir ici qui est bombée, mais on peut quand même mettre des filtres dessus, c'est des filtres 49 mm. Pendant que je suis là, il a un petit pare-soleil hop, amovible qui est tout petit, qui est en métal, voilà, qui a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de clic à la fin. Donc quand on l'enlève, on le place ici et on n'est pas certain qu'il soit bien placé. Ça m'est arrivé une fois, je vous montre la photo tout de suite. Je pensais avoir bien mis le pare-soleil, il était en fait légèrement décalé et dans l'obscurité, c'était une photo de Voie lactée comme vous avez vu. Et dans l'obscurité, j'ai pas vu que c'était mal mis et donc du coup j'ai raté ma série de photos. Du coup, pour le pare-soleil, ce que je vous recommande, c'est la plupart du temps de l'enlever si vous n'en avez pas besoin. Sinon, ça sera source de problèmes. Au niveau des bagues, donc on a deux bagues sur cet objectif. Donc on a une première bague pour régler l'ouverture par petits clics qui sont pas hyper francs. Donc on peut facilement se planter. Bon, cela dit, généralement l'ouverture, on la change pas trop souvent. Et on a une bague de mise au point qui est, à mon sens, parfaite. C'est-à-dire que elle est assez dure et en même temps on n'a pas non plus besoin de forcer pour la tourner. Gros point positif, elle a une butée à l'infini qui marche très bien. Donc la plupart du temps, quand on prend des photos de loin, ce sera réglé directement sur l'infini et il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Enfin, dernier point, le poids. Donc c'est un objectif qui est très léger. Là par exemple sur mon X-T20, il fait 600 grammes tout compris. Boîtier plus objectif, ça fait vraiment quelque chose qui est très pratique. Ça se transporte facilement, ça se met sur un petit trépied, c'est bien stable. Ça peut même se mettre sur un GorillaPod sans problème. C'est vraiment pratique. La grosse contrepartie de cette petite taille, c'est que comme l'objectif est petit devant, eh bien on va avoir un fort vignettage aux plus grandes ouvertures. On se retrouve tout de suite sur Lightroom pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des images. Donc on se retrouve sur Lightroom où je vais vous montrer quelques photos prises avec cet objectif. Tout d'abord, un aspect assez peu utilisé mais que je vais vous montrer quand même rapidement, c'est le côté bokeh. Donc avec cet objectif, on a une distance de mise au point minimale de 12 cm, donc on peut très bien faire des photos de très près et avoir finalement, malgré le grand angle, un bokeh assez doux. Je vous montre trois exemples de photos. Voilà, donc celle-là elle est prise à 8000 ISO à main levée, donc effectivement ça se voit. Celle-là par exemple, on voit mon magnifique pouce et un bokeh d'arrière-plan assez sympa, mais c'est pas le principal. Voilà, donc ça c'est quelques exemples de photos que j'ai prises avec cet objectif. Donc voilà, une photo de Voie lactée. Donc ça c'est la version brute, non traitée, donc on voit bien le vignettage sur les quatre coins, assez important. Mais bien qu'elle soit prise à 5000 ISO, on voit qu'au post-traitement, donc ça c'est la version post-traitée, on peut récupérer assez bien les ombres sur les quatre coins. Une autre photo donc brute, la non traitée, de Voie lactée, 25 secondes. Donc on voit toujours pareil, le vignettage et le piqué. Voilà, donc je vous zoome à 100%. Voilà, donc évidemment, ça bouge un petit peu puisque j'ai fait un temps de pause de 25 secondes. Ce genre de photo, pareil, de nuit, on a un très large champ. Une photo plus classique de paysage, donc là c'est du HDR. Et en photo urbaine, architecture dans le métro, on arrive à avoir des effets de perspective importants. Ensuite, pour aller à un parti plus technique, donc là j'ai pris une série de 7 photos identiques pour qu'on puisse voir le vignettage. Donc à chaque fois j'ai pris une photo à 2.8, à 4, à 5.6, à 8, à 11, à 16 et à 22. Donc ça fait 7 photos. Je vais passer en mode développement pour qu'on voit un petit peu mieux. Les valeurs qui vont nous intéresser, ça va être les valeurs de luminosité. Donc si on regarde par exemple le bleu, on voit qu'au centre, on est à 59%. Et si je me déplace sur le bord, je tombe à 15% sur le coin en haut à droite, 15% sur le coin en haut à gauche et 28% en bas à droite et à gauche. Donc globalement, ça nous fait une différence au niveau du vignettage d'environ 2.5 stops. Il faudra compenser ensuite en post-traitement si on veut. Voilà, je vous montre la série de photos pour que vous voyez la différence. Hop, je vous mets les infos. Donc 2.8, f4,
f5.6, f8, donc là le vignettage est très discret, on le voit vraiment sur les coins extrêmes, f11, sensiblement la même chose, f16 et f22. Donc grosso modo ça bouge plus à partir de f8. Voilà. f11 on a encore un peu moins de vignettage mais on devient limite. La deuxième série que je vous montrer c'est pour le piqué. Donc à chaque fois, je vais pas vous le montrer, mais le piqué au centre, il n'y a pas de souci, il est vraiment très bon. Donc là c'est 2.8, là c'est f4. Voilà, donc là f5.6, f8, f11, on commence à avoir une légère perte à cause de la diffraction. Voilà, f16, ça se sent bien. Et f22, l'image commence à être moche un peu partout. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ça va être le piqué sur les bords et sur les coins. Donc je vais me mettre, pour commencer, sur le bord droit. Voilà, donc là à f2.8, on voit un léger flou. Là j'ai pris exprès des éléments assez nets, comme voilà, des câbles, des bords de fenêtres, etc., des ombres qui doivent être assez tranchées. Et quand on va dans le coin en haut à droite, par exemple, on voit que c'est pas parfait. On va prendre l'image suivante, on va aller au même endroit, à f4, déjà, on voit quasiment plus de flou. Ici, sur le bord droit, pour moi on est parfait, et sur le coin en haut à droite, on a encore un léger flou. Si on prend l'image suivante, donc là à 5.6, il n'y a plus de flou. Et à f8, l'image est vraiment très bonne. Voilà, à f11, on commence à récupérer un flou dû à la diffraction. À f16 et a fortiori à f22, l'image commence à souffrir dans son ensemble. Voilà, et dernière série que je vais vous montrer, c'est concernant le flair. On sait que les objectifs ultra grand angle sont sensibles au flair, donc là j'ai voulu tester, j'ai pris une journée très ensoleillée, le soleil en plein dans l'objectif, et on peut regarder le flair selon les différentes ouvertures. Donc à 2.8, on voit quand même des bords légers ici, des effets de flair. Voilà, à f5.6 aussi, à f8, à toutes les ouvertures, on voit un effet du flair ici aussi. Mais globalement, pour un ultra grand angle, ça reste très très léger. Dès que la source de lumineuse n'est plus en plein centre, on n'a plus d'effet de flair. Au niveau de la concurrence, ou plutôt des alternatives, je vois aujourd'hui 3 objectifs dans le même ordre d'idée. En ultra grand angle, il y a d'abord le Fujifilm 10-24 f4, ensuite il y a le Samyang 12 mm f2, et enfin très proche, le Samyang toujours 10 mm f2.8. Donc le Fujifilm, il est quand même vraiment différent, c'est un objectif zoom d'abord, 10-24, autofocus et f4. Donc finalement, pas grand chose à voir. Là c'est vraiment à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus polyvalent, quitte à avoir un peu plus de fermeture. C'est aussi un objectif qui est beaucoup plus gros et qui est beaucoup plus lourd. En termes de qualité, il est très bien, il n'y a rien à dire, mais on est vraiment sur quelque chose de différent. En particulier si vous avez besoin d'une grande ouverture, ça ne sera pas adapté. Ensuite il y a le Samyang 12 mm f2 qui est un objectif très intéressant aussi. Là, c'est un choix entre la focale et l'ouverture. Avec le Samyang, vous avez une ouverture sensiblement plus grande, puisqu'on est quand même à f2 au lieu de f2.8. Par contre, vous avez une focale qui est de 12 mm, donc c'est moins ultra grand angle. En termes de qualité, le Samyang, à ma connaissance, est aussi assez bon, possède des problèmes d'ouverture, enfin de qualité d'image sur les côtés à f2. Et très proche, le Samyang 10 mm f2.8, donc là on est quasiment sur le même objectif, c'est un objectif un peu plus serré, qui est un petit peu moins cher, mais qui est un peu moins quali sur les bords. Donc pour moi, cet objectif n'a pas trop d'intérêt par rapport au Laowa. En conclusion, est-ce que cet objectif tient ses promesses? Ben, à mon sens, oui. Il y a vraiment 2 cas à distinguer. Soit vous pouvez sans problème fermer l'objectif à 5.6, 8, voire 11, par exemple si vous faites des paysages sur trépied, etc. Dans ce cas-là, c'est vraiment un excellent objectif, un ultra grand angle, rectiligne, un vignettage très contenu à ces ouvertures-là. Je le recommande vraiment chaudement. Si vous avez vraiment besoin de 2.8, si vous faites de la photo de nuit, astrophotographie, photo de concert, photo de soirée sombre, etc. Dans ce cas-là, je le recommande quand même, puisque globalement l'image est bonne, il fonctionne bien, mais par contre le vignettage, il faut quand même vraiment le prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faudra éventuellement penser à surexposer légèrement
si on a besoin de récupérer de l'information sur les bords, sinon on va se retrouver avec des bords très bruités. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, si vous voulez des infos, des images, etc. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bonne photo!